Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et pour ce troisième numéro de Scénario Express, eh bien je choisirai tout simplement de vous proposer un scénario pour l'appel de Cthulhu, mais qui sera assez facilement adaptable à tout jeu de rôle, on va dire fantastique contemporain si vous le souhaitez, même si j'ai placé le cadre évidemment dans les années 20, l'époque on va dire classique où on fait jouer l'appel de Cthulhu de manière générale. Pour ce qui est du système de jeu, évidemment, vous pourrez prendre n'importe quelle version de l'appel de Cthulhu. Cela ne changera rien à votre histoire. Ce scénario, je l'ai appelé Un long dimanche d'orage. Il était le premier scénario d'une campagne que j'ai appelé L'héritage des sorciers. Du sorcier, pardon d'ailleurs, mais il y en a plusieurs dans l'histoire, c'est pour cela. Et donc, eh bien, je me propose déjà de vous conter cette première histoire, ce premier, on va dire, opus, et ensuite, eh ben, si cela vous plaît, de vous d'enchaîner, on va dire, sur les autres, afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, jouer cette petite campagne. Je tiens à rappeler que les résumés des scénarios tels qu'ils ont été joués sont sur le forum actif qui est en description de la vidéo. Voilà. Donc, un long dimanche d'orage, eh bien, déjà, il s'agit de placer le cadre. Nous sommes donc à Saint-Cirq, en Dordogne, non loin donc de la ville de Sarlat, dans le Périgord noir. Donc, nous jouons à Cthulhu en France, on va dire, pendant l'été 1923. Durant, on va dire, cet été, eh bien, va avoir lieu justement une lutte entre deux sorciers. Une sorcière, on va dire, de village, que j'ai donc appelée dans le scénario Marie Sera, une rebouteuse, on va dire, assez classique, qui a perdu son mari, qui a perdu ses enfants pendant la Grande Guerre, et qui est vue, on va dire, vraiment comme la rebouteuse, la charlatan, on va dire, de la région, qui est là, on va dire, pour quelque peu aider les gens, on va dire, pour divers petits tracas, si je puis dire, comme il était assez courant à l'époque. En particulier, on va dire, pour les avortements clandestins, si je puis dire, c'était malheureusement le cas encore à l'époque, jusqu'à très très, on va dire, récemment. Hein. Il faut quand même en prendre conscience. Le deuxième protagoniste est lui-même aussi un sorcier, mais plus caché. Un sorcier, on va dire, qui est porteur d'un très long héritage, un héritage d'ailleurs qui dans le scénario date vraiment donc du Magdalénéen, voilà la période en question, qui est donc une période très précise, on va dire, de la préhistoire, si vous faites quelques petites recherches. Et lui, donc, est l'héritier, en fait, d'un culte chthonien, un culte, évidemment, dédié aux chthoniens et à Choudmel, qu'il fait perdurer dans la région depuis, on va dire, des générations. Voilà, c'est son but dans la vie. Et il est évidemment déguisé sous, on va dire, les traits d'un médecin de famille particulièrement, on va dire, sans aucun reproche, et il n'y a aucun soupçon, on va dire, qui traîne sur sa personne, évidemment. L'implication des personnages, eh bien, tout simplement, ils vont être invités à l'occasion d'un week-end durant cet été 1923 afin de participer à un baptême. Donc ça peut être tout aussi bien des amis, comment dire, donc du couple en question, ou des proches ou plus ou moins proches de la famille. Donc ça, c'est vous qui choisirez pour que les investigateurs puissent se rassembler, comment dire, autour de cet événement familial. Voilà, généralement, dans Cthulhu, on les rassemble pour ouvrir comment dire, un testament. Bah là, au moins, ce sera pour une fête familiale. Ça changera un petit peu. Là, donc, voilà, c'est pour, on va dire, le baptême, comment dire, du dernier enfant. Donc, alors, pour les PNJ, je les avais appelés. Donc, c'est Pierre Dossin qui donc est uni donc à Justine Dossin et qui a donc 4 enfants, donc Julie, Louise, Henri et donc Irène, la petite dernière, qui va être donc baptisée. Voilà, avec donc l'abbé de la famille, l'abbé Dosière, donc le médecin de famille, donc je rappelle qu'il s'appelle Hervé Sergue, et donc la fameuse rebouteuse qui elle s'appelle donc Marie Sera. Voilà. Et donc ils ont tout de même un garde champêtre, hein, puisqu'ils ont un beau château, hein, c'est quand même loin d'être des gens, on va dire, dans le besoin. Voilà, donc j'avais fait en plus préparer des illustrations, mais vous pourrez prendre des illustrations de château en Dordogne. Il y a vraiment pas mal de possibilités à ce niveau. Là, ce sont évidemment donc la demeure du médecin, parce que bon, et la demeure de la sorcière, qui elle donc a une demeure, comment dire, sur le long, comment dire, de la rivière. C'est un manoir, enfin un manoir, pardon, un moulin, comment dire, à eau quelque peu délabré pour l'ambiance.
Et d'ailleurs, la scène avait été terrible quand je l'avais fait jouer. Eh ben, ils vont arriver donc pour ce week-end, donc en famille, pour célébrer ce baptême. Donc vous allez pouvoir faire dérouler la journée. Donc voilà, ils arrivent, ils sont accueillis à Sarlat, donc ils ont pris le train, vraisemblablement. Ils ont le droit après à une après-midi récréative, après s'être installés. Voilà, promenade, baignade, hein, sur un, comment dire, un petit plan d'eau privé, pêche, vélo, tennis, bridge, voilà, ils peuvent s'adonner à plein de petites activités avec les gens de la famille. Repas donc en commun pour le soir, puisque donc le baptême a lieu le dimanche, hein, donc là on arrive le samedi. Avec donc les gens présents, déjà présents de la famille et des amis. Le dimanche, donc justement, c'est là que va commencer, on va dire, l'intrigue. Petit déjeuner qu'on leur présente au lit, hein, carrément, parce que bon, on est quand même des gens de bonne aloi. Préparation de la cérémonie et procession vers l'église, et donc rencontre avec les notables du village. Donc en particulier, bah, justement, le médecin de famille, qui est assez important, le prêtre du village, qui pourrait être un personnage également très important dans l'intrigue. Et à l'issue de la cérémonie, un orage menace. Et donc, tout le monde rentre quelque peu au château assez rapidement. Le déjeuner, comment dire, qui était prévu à l'extérieur sur une grande table, n'est pas possible, alors que, on va dire, l'orage commence à tomber de manière assez drue et inattendue. Bon, il faisait des fortes chaleurs, donc c'était peut-être quelque peu prévisible. Donc tout le monde est obligé évidemment de se rapatrier à l'intérieur et on change les plans. On est obligé donc de faire le déjeuner du baptême à l'intérieur de la maison. Et là, l'orage redouble quelque peu de violence. Des éclairs commencent à s'abattre quelque peu partout. On entend, on va dire, des déchaînements, comment dire, de tonnerre et d'éclairs dans toute la région, jusqu'à ce que voilà, des éclairs commencent à frapper très dangereusement le château et mettant, on va dire, quelque peu en péril certaines personnes. Donc là, vous pourrez jouer, on va dire, des scènes quelque peu apocalyptiques avec voilà, des investigateurs qui vont aller essayer de colmater, on va dire, des brèches dans le toit, d'aider, comment dire, des gens qui concrètement ont été blessés suite à des effondrements ou des gens, par exemple, qui eux étaient sortis et qui sont bloqués à l'extérieur suite, on va dire, voilà, à diverses tracas, on va dire, comme par exemple des branches qui sont tombées, voilà, des gens qui ont voulu aller sauver leur voiture, qui étaient garées dans l'allée et sur lesquelles, on va dire, par exemple, une branche d'arbre s'est effondrée, etc., etc. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, voilà, des fenêtres, comment dire, qui explosent, donc et surtout d'ailleurs un signe tout de même assez intéressant, vraiment un éclair, et ça peut être assez important, on va dire, pour l'ambiance. Un éclair, on va dire, qui va frapper le plus vieil arbre du parc, un vieux chêne familial qui va briser en deux. Pour la symbolique, ça peut être pas mal, vous comprendrez peut-être après. Et donc là, toute l'apocalypse, comment dire, continue. Donc dehors, c'est vraiment l'enfer, jusqu'à ce que, évidemment, l'éclair finisse par faire effondrer de près ou de loin une bonne partie du château, et que là, en fait, la plupart des invités qui étaient donc rassemblés dans la grande salle à manger soient complètement, on va dire, enfin, se fassent, pardon, je cherche le mot le plus adéquat, se fassent, on va dire, ensevelir sous les gravats. Et là, nos personnages se réveillent le dimanche matin. Oui, ça peut paraître assez étrange, mais j'ai en effet fait un scénario qui utilise, on va dire, le principe narratif de la boucle temporelle. Et donc ils vont revivre exactement la même journée et ils vont devoir essayer de trouver ce qui s'est passé. Évidemment, ce qui s'est passé, c'est assez simple. Il y a eu donc une confrontation, si je puis dire, entre les deux protagonistes, donc entre notre sorcière et notre sorcier médecin, notre sorcière rebouteuse et notre sorcier médecin, qui a conduit évidemment à cet orage terrible et évidemment à cette situation. Ils devront donc, durant la journée, parce que sinon ils vont la revivre évidemment assez... ils vont la revivre un certain nombre de fois. Moi je sais que quand j'ai fait jouer le scénario, ils ont réussi, je crois,
à trouver la solution à partir de la troisième journée qu'ils ont pu vivre. Donc ce qui n'était pas, on va dire, énorme, quelque part. Donc en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que notre très chère rebooteuse a invoqué, on va dire, des forces indicibles, donc voilà, des forces cosmiques, des entités, on va dire, d'autres espaces. Vous pourrez, on va dire, faire intervenir l'entité, on va dire, ctulienne que vous voulez, hein, sur ce point, sachant que elle, en fait, ce qu'elle veut, évidemment, c'est prendre en fait le contrôle à son propre, et être à la tête en fait du culte justement de Shoudmel dans la région. Et parce qu'elle a réussi à trouver en fait le secret justement de la grotte. Et il y a réellement une grotte justement dans la région, hein. Je m'étais quelque peu documenté, donc voici la grotte en question. Voilà, qui est donc une très ancienne grotte préhistorique, hein. Il y en a beaucoup, hein, en Dordogne, hein, puisque voilà, avec donc des inscriptions. Là, je vous ai mis aussi l'église du village. Il y a évidemment aussi les transcriptions, on va dire, des, euh, des fresques pariétales. Le plan d'ailleurs aussi, donc, de la fameuse grotte en question. Donc c'est la grotte de Saint-Cirque, hein. Donc c'est assez facile à retrouver, si vous, voilà. Et donc ça donnera évidemment beaucoup plus de corps à votre scénario, évidemment, parce que on part, on va dire, et c'est toujours ça qui est intéressant, d'éléments qui évidemment existent. Donc ils vont devoir réfléchir, ils vont devoir voir que l'orage, en fait, ça c'est assez facile à voir, va commencer justement sur la maison du médecin. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont voir que quand l'orage va commencer à tomber, le médecin va très très vite en fait rentrer chez lui pour aller justement protéger le secret, on va dire, du culte de Shoudmel qu'il préserve depuis des années, qui est dans sa cave, donc qui est en fait une stèle. Et cette stèle d'ailleurs, qu'il a cette stèle, en fait, elle est vraiment, on va dire, préservée justement dans sa cave, et c'est là qu'il entretient justement le culte chthonien qui permet techniquement de préserver la région. Et ça, c'est très important aussi. C'est que grâce à ce culte dédié à Shoudmel, il évite que la région, on va dire, que en fait, les chthoniens de la région qui sont sous le sol se réveillent et ne commettent, on va dire, ne provoquent en fait des tremblements de terre extrêmement dangereux. Donc il a quand même une utilité, le monsieur, au-delà du fait que c'est un sorcier, on va dire, voilà, qui parfois a des méthodes un peu rudes, va-t-on dire. Donc, ils vont devoir évidemment découvrir cela en allant chez le médecin. Donc soit ils y vont avant du coup et ratent la cérémonie parce que le médecin évidemment sera dans l'église, ça ils peuvent le faire. Soit ils le font après, donc dans ce cas-là ils vont peut-être se confronter au médecin. Ils vont voir donc que l'orage va s'abattre en fait sur la maison et que s'abattre tellement de manière tellement rageuse en fait sur la maison que techniquement si évidemment on n'arrête pas la chose, la maison en question qui était vraiment à bord, à flanc de falaise, va s'effondrer en fait purement et simplement dans on va dire la rivière en contrebas. Voilà, ça pour ça c'est dit. Donc le seul moyen en fait qu'ils ont évidemment, c'est d'essayer de se renseigner sur cette sorcière. De toute façon, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, leur dira. De toute façon, elle n'est pas présente à la cérémonie en plus, parce qu'elle est en train justement d'invoquer les forces cosmiques indicibles pour justement mettre en place un orage qui normalement était destiné purement et simplement à, on va dire, essayer de tuer son ennemi pour justement prendre le pas sur lui et récupérer ce culte. Sauf qu'évidemment, elle ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants et risque de provoquer en fait plus de dégâts. Mais ça, c'est la suite évidemment, puisque si le médecin et la sorcière enfin si le médecin comment dire disparaît, la région est très sérieusement en péril. Mais ça c'est on va dire dans une des suites du scénario, la troisième partie, si je me souviens bien. Donc ils devront aller chez la sorcière durant l'orage, se confronter à elle alors qu'elle aura invoqué pour s'aider à aider à se protéger purement et simplement des chiens de Tindalos, hein. Elle y va pas par quatre chemins elle. C'est là d'ailleurs que dans le groupe j'ai eu de très très sérieuses, on va dire, déconvenues. Il y a eu des morts, il y en a eu deux, hein, je crois d'après mes souvenirs. Vous pourrez lire le résumé par vous-même. Et donc il se confronte à la sorcière. S'il l'arrête évidemment, le rituel évidemment est stoppé et on va dire l'orage s'arrête malheureusement avec les dégâts et ce qu'il s'est déjà produit. On va dire
actuellement. C'est là le problème, donc ils auront, s'ils meurent, comment dire, durant les itérations, mais qu'on va dire ils reviennent à la boucle, évidemment, ils seront encore vivants. Mais s'ils arrêtent la boucle alors qu'il y a déjà eu de tristes décès, eh ben là, ça sera malheureusement définitif. Donc ça, c'est du côté de la sorcière. Du côté du sorcier, évidemment, c'est lui qui a invoqué également un pouvoir qui lui est propre, qui lui a permis, on va dire, donc de créer une boucle temporelle. Ce qui devait normalement lui laisser le temps, s'ils parvenaient à garder conscience, comme les PJ, qui sont les seuls à garder conscience d'ailleurs de cela, et lui aussi d'ailleurs, de justement essayer de régler la situation grâce à cette boucle temporelle et d'aller à l'encontre, comment dire, de cette sorcière donc, qui cherchait à le tuer. Voilà, c'est ça qui est important en plus de savoir dans le scénario, c'est qu'il n'y a que évidemment les investigateurs, les PJ, qui sont, on va dire, conscients, on va dire, et qu'il y a une boucle temporelle. C'est pas le joueur qui en est conscient, c'est le personnage. Il en est bel et bien, on va dire, averti. Et donc le médecin lui-même ne peut, par contre, pas agir directement dans la mesure où lui, il est censé faire exactement la même chose et aller jusqu'au rituel qui permet justement on va dire, de perpétuer la boucle. Sinon, il risque d'y avoir de très très gros problèmes, on va dire, comme d'habitude, hein, des problèmes de paradoxe temporel. Voilà, ce qui explique aussi, et ce qui expliquera aussi pourquoi ce n'est pas le médecin qui règle la situation et que ce soit les investigateurs. Ça vous donne quand même une justification. Après, si vous joueurs vous dites oui, mais après tout, il aurait pu se débrouiller tout seul et régler le problème, bah oui, mais non, il ne pouvait pas le faire à cause des règles, on va dire, cosmiques d'une certaine manière. Voilà. Donc, un scénario d'une certaine manière qui, je pense, pourra surprendre vos PJ, vos investigateurs. Je l'avais écrit donc pour la V6 à l'époque, puisque je l'ai joué en 2012. Mais il pourra être très facilement adapté à la V7 ou à n'importe quelle édition de Cthulhu que vous avez l'habitude on va dire, de fréquenter. Et aussi, eh ben, vous pourrez l'adapter très facilement, même à l'époque contemporaine, hein, c'est tout à fait possible. Bon, ça fera un petit côté un peu rustique, un peu bucolique, de les ramener comme ça à une fête de famille à la campagne. Mais c'est tout à fait également plausible donc de le faire jouer voilà, avec pourquoi pas Crime, pourquoi pas on va dire d'autres jeux hein, comme Within pour Cult, hein, pourquoi pas. Ça peut aussi s'adapter tout à fait, même si ça peut paraître un peu étrange, surtout que c'est assez rare quand même qu'on joue à Cult en France, mais il y en a qui peuvent, on va dire, l'imaginer. L'important, c'est que vous trouviez le système qui vous convient pour jouer donc cette campagne qui est, on va dire, peut être due à des forces, évidemment, à des grands anciens, à des forces cthulhiennes, si je puis dire, ou pas, hein, c'est vous qui choisissez. Là, on va dire, il n'y a pas du tout, on va dire, d'obligation à ce niveau. Voilà, donc je vous invite, comme je vous l'avais dit en début de la vidéo, d'aller voir le résumé, comment dire, du scénar tel qu'il a été joué. Là, je vous ai raconté le scénar tel qu'il doit, normalement, tel que je l'avais prévu. Si vous avez besoin de conseils, eh ben, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions sur le Discord si vous le souhaitez, ou en commentaire de la vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces pour vous abonner, donc de mettre des commentaires et voilà, de soutenir au mieux la chaîne et ce nouveau format, les scénarios express, qui j'espère vous sont utiles. Et je vous dis donc à bientôt, c'était Magna Magister pour Scénario Express.